Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Je vous ai pas dit l'autre matin, je me suis élevé, je me suis cogné le pied dans la chaise, ça m'a fait super mal. Ah ben là c'est des sales journées hein. Là avec l'ouragan Kirk et tout, franchement ça, on est trempé de partout, il y en a vraiment super marre hein. Ouais. Moi, j'ai eu du temps libre là, dernièrement et j'en ai profité pour me mettre à la photo. Et du coup, j'ai acheté du papier super mat. Excellent. Bouilla. Bonjour, bonsoir, bon matin, bon après-midi. Bienvenue dans Comics Outcast, numéro 232. Donc voilà, nous sommes Comics Outcast, nous sommes votre podcast dédié à la culture comics. Je suis Luxbox, je serai votre présentatrice aujourd'hui. Et bien évidemment, je ne suis pas seule, même si aujourd'hui, j'avoue, on fait un peu soirée pyjama en petit comité. Avec le doudou, avec le les popcorn. plaids. Franchement, ça manque un peu de pilou-pilou si on Un avait peu. su. Ouais. Voilà, mais donc bien évidemment que des personnes de qualité pour vous parler bouquins. On va commencer par... ça va, de toute façon, le tour de table va être très rapide. On va commencer par Matt. Voilà, Matt qui ce soir fait la technique. Yeah. Le Voilà, donc stress est un peu de absolu. pression, donc merci de le L'esprit soutenir. de Z2E est parmi toi. Ouais. Voilà, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien, mouillé, trempé, Ouais. mais libéré, je dis n'importe quoi. Ok. Mais ça va Ok très bien. Elsa. Ça va très bien. Je pense au Général de Gaulle, ça marche aussi. Ouais. Oui, Oui, aussi, oui. mais c'est pas très Disney. Hein, Non, un peu quand moins. même. Ouais. Est-ce que tu as lu quelque chose dernièrement qui t'a marqué? Hormis ce que j'ai lu pour ce soir, malheureusement non. Mais je suis très content d'avoir lu ce que j'ai lu ce soir et ça va certainement amener d'autres lectures, ce qui est un petit peu le but de cette émission. Donc le Ouroboros, le serpent se mord la queue, c'est parfait. Eh ben c'est super, j'ai hâte que tu nous en parles plus en détail tout à l'heure. Nous avons également Regan autour de la table. Eh bonsoir. Comment vas-tu? Ça va un peu mouillé hein, pour, Mais c'est pour dingue, reprendre. tous ces gens qui Cette sont mouillés saison, sous la hein, c'est pluie, fou. là. Hein, c'est... Oh là là, c'est L'eau, ça mouille même, paraît-il. sérieux? Ouais. Oh là là. En plus, c'est faux, figurez-vous. Ah bon? Mais oui. En fait, l'eau ne mouille pas vraiment. Il faut rajouter des dissolvants pour que ça mouille. Mais on va pas rentrer là-dedans. Ok, bon, pour moi le dissolvant c'est pour enlever le vernis. Il y a vraiment plein de questions qui se posent dans ma tête. Est-ce que tu as lu quelque chose dernièrement? Dernièrement, j'ai lu... alors, on s'est pas vu entre-temps, donc je vais quand même le dire au cas où. J'ai lu Mobilis. Ah. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Spoiler D'accord. alerte. Et j'ai relu pour Monkey Meat. Vous voyez qu'il y a un pattern qui se dessine. On aura l'occasion d'en reparler suite au club de lecture du VHS. D'accord. Des choses potentiellement qu'on pourra retrouver notamment dans Croissant Outcast. Ah, clin d'œil. Clin d'œil. Donc je rappelle que Croissant Outcast, c'est notre petit spin-off. Enfin petit, c'est Oh, c'est plus déjà de court bonne qu'une taille. émission, mais c'est tout aussi riche en références. Et le principe, c'est de parler soit de titres comics qui sont sortis en VF, soit justement de sortir un petit peu des horizons comics et de vous proposer de la BD franco-belge, etc. et de l'indé de tout pays, mais en langue française. Et disponible. Évidemment. Puisque Oui. le but du jeu, c'est que vous puissiez les lire. C'est quand même le mieux. C'est quand même vachement mieux si vous pouvez acheter ou emprunter dans vos bibliothèques et médiathèques, bien évidemment. Sur cette présentation beaucoup trop longue, je vous propose d'introduire l'émission par les reviews. On est parti? On est parti. Les reviews, qu'est-ce que c'est? Les reviews, c'est chaque chroniqueur ou chroniqueuse choisit un titre, en lit les 3 premiers fascicules et voilà. En fait, tout le monde les lit. Donc, ce qui fait que Ouais. ça permet de se faire un avis. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cool? Est-ce que ça donne fait envie la de lire bagarre. la suite La bagarre. ou pas? Bref, Que de l'amour. que de l'amour. Oui. Ou pas. On va commencer par Regan qui, pour débuter, a choisi de nous parler de Boy Wonder.
tout à fait, le garçon formidable s'il en est. Il s'agit d'une mini-série en 5, publiée chez DC Comics, qui a démarré en 2024, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, c'est complet. Ça arrivera en 2025 chez Urban, sans problème. Hein. On est sur du Batman, en plus de la série de l'ambiance Batman, donc je m'inquiète pas trop. Au scénario, nous avons un certain Juniba, qui a écrit notamment des choses comme Monkey Meat, Mobilis. Mais que des trucs en M, hein. C'est curieux, il y a un truc hein, quand même. Ou encore Jaila. Il est aussi au dessin et à l'ancrage, pour information. Côté couleur, nous avons Chris O'Halloran, excusez-moi par avance pour la prononciation, qu'on a vu notamment sur Eternal ou Folklore, qui a un travail assez cool au niveau colorisation. Au lettrage, enfin, nous avons Aditya Bidikar, qu'on a vu notamment sur Win et Graffiti's Wall, et qui fait un travail assez formidable de ce côté-là en termes de graphie, très très cool. Voilà pour les suspects principaux de cette série. Donc, The Boy Wonder. Pas évident d'être le petit dernier, encore moins quand on a été élevé par le démon et pour devenir un assassin. Forcément. Déjà, tu pars le cadre familial. Voilà, tu pars dans la vie avec un peu des complexités. En effet, quand Damian Wayne, enfin qu'on apprendra Damian Ghoul, débarquera à Gotham, il est quand même le 5e à porter le titre de Robin. 5 quand même. Est-ce que vous pouvez me citer les 4 autres? Robin Williams. Bien. Oui. C'est la voiture jaune, ça. C'est l'effet direct, évidemment. Il y a Nightwing. Ah ouais. Il y a Dick Grayson, donc. Il y a Red Hood. Tout à fait. Donc, je viens de perdre moi aussi, mais bref, oui. Voilà. Il y a... je sais pas, je cale. J'en ai puis le fils Wayne, donc j'en ai 3, mais 5, tu vois, non, j'en aurais trouvé peut-être que 4. C'est normal parce qu'en fait, il y a comment elle s'appelle, Spoiler, qui a porté très rapidement le nom de Robin. Brown, de son nom. Bon, c'était une petite parenthèse. Donc, on est dans l'univers Batman et c'est effectivement le fils de Bruce Wayne qui va débarquer dans la vie de Papa Batman. Et autant dire que si ses capacités ne font clairement aucun doute, élevé au grain comme je disais, lors de sa première sortie, malheureusement, il va se rendre compte du gouffre qui le sépare de son père, non pas sur son niveau, on va dire, en tant que Robin, mais plutôt sur les valeurs que veut défendre son père, puisque lors de cette première sortie, il va littéralement tuer de sang-froid un voleur. Ah. C'est pas très pipou, mais c'est un voleur. Pas tellement c'est pas l'idée du truc, quoi. Surtout pour entre guillemets un simple voleur. Donc son père va clairement lui dire que ça va pas se passer comme ça et que du coup c'est pas les valeurs qu'il veut dégager, et donc il va dire on va arrêter là tout de suite. Manifestement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il le prive de PlayStation ? Il le prive de PlayStation et de sortie, effectivement. Ah là là. Mais alors que son père doit s'absenter loin de Gotham pour une affaire urgente, c'est pour lui l'occasion d'essayer de faire amende honorable et de se rattraper, en se mettant sur la piste d'une mystérieuse série d'enlèvements qui se perpétrerait dans Gotham et qui serait perpétrée, dit-on par les rumeurs, par un démon. Autant dire qu'il en connaît un rayon sur le sujet. Mais bien sûr, impossible de faire 2 pas dans Gotham sans tomber sur toute la Bat-famille, évidemment. Tu fais 3 pas, tu tombes sur un Robin, comme on disait. Et au fil de son enquête, il va se confronter avec le reste de sa fratrie, puisque clairement, ce sont littéralement ses frères. Et du coup, ça va le mettre en opposition, en tout cas en miroir de ce que eux-mêmes ont été en tant que Robin. Donc, est-ce qu'il va les prendre en exemple ? Est-ce qu'il va les prendre en rivaux ? Et lui, dans tout ça, où se place-t-il ? Un 5e Robin, un énième Robin ? Est-il le fils du démon ? Est-il un assassin élevé par sa mère ? Un outil pour son grand-père ? Ou même l'espoir de son père ? Peut-être ?
trouver sa place, trouver son identité, ça va être tout l'enjeu de ce comics pour lui et en profiter pour résoudre ce mystère autour de ces enlèvements. Je pense pas en dire beaucoup plus. Je pense que vous avez pas mal de clés sur l'ambiance que veut donner le comics. Et je pense que ça vous donnera déjà une petite idée. Et donc, écoutez, on va faire simple, c'est incroyable. Je pense sincèrement que Juniba est un très grand artiste. Vraiment. J'étais déjà conquis par le travail qu'il a effectué sur Monkey Myth et l'incroyable Mobilis. Je vous en reparlerai, soyons clairs. Qui sort d'ailleurs cette semaine en français. Dieu merci, après beaucoup de tergiversations, parce que c'était un petit éditeur américain qui était pas trop pour les imports, mais finalement ça arrive chez nous, pour la parenthèse. C'est vraiment un artiste complet qui ne sacrifie pas son scénario à son dessin ou l'inverse. Il a une vraie sensibilité autour de ses personnages. C'est-à-dire que ces personnages sont pas juste des gimmicks, on sent qu'il les aime. Visuellement, alors c'est un style particulier. Ça, il faut en avoir conscience, évidemment. Je comprends que tout le monde n'aime pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Visuellement, c'est une claque permanente. C'est une confluence de style avec la science du design et de l'efficacité d'un Darwin Cook, associé au clair-obscur d'un Mignola, tout en conservant un dynamisme un peu jeune, un peu mangasque, comme diraient certains. Là, à la dernière Waylon Johnson, c'est un immense oui. Je sais que son style peut paraître fouillé parfois. Je trouve pas que ce soit trop le cas là, en l'occurrence. Je sais que sur Monkey Myth, encore une fois, on l'avait fait dans le club de lecture du VHS, et je sais que certains avaient trouvé ça un peu brouillon, un peu chargé au niveau visuellement. Je trouve pas que ce soit trop le sujet là. On verra après avec mon collègue en face de moi s'il a le même sentiment. Et en tout cas, ce qui fait mouche côté histoire, c'est qu'on retrouve dans ses œuvres un aspect fable, comptine, vraiment le côté, ce petit bout de mythologie qui porte un message souvent assez sympathique, assez touchant, et qui est d'autant plus fort que ces personnages en général sont assez humains pour le coup. Comme je disais, donc, il porte de vraies valeurs, la famille, la persévérance, l'acceptation, et ça sonne pas faux, ça sonne pas forcé, parce que des fois le pouvoir de l'amitié, merci bien, on a déjà donné, j'ai envie de dire. Là, je trouve que ça sonne quand même assez juste pour le coup. Alors, pour le coup, j'aurais presque aimé une maxi-série pour en avoir encore un peu plus, mais faut être raisonnable, et je pense que c'est le bon format pour ce genre de petites séries qui sont assez simples quand même, pour être transparent, ça réinvente pas la roue. Donc je pense que c'est le bon format pour ce genre de choses. À noter d'ailleurs qu'on avait reçu Juniba dans l'émission 176. Oui. Si vous voulez la réécouter, je vous invite à l'écouter. Donc, c'est vrai. C'était très cool. Donc, j'ai envie de résumer qu'il me faut un peu plus de Juniba dans mes comics, ça me paraît assez clair. Et qu'il sera d'ailleurs présent au musée d'Orsay. Ce n'est pas une pub, c'est juste que j'aurais voulu y aller et que je ne peux pas y aller, donc j'en parle comme ça. Il sera présent au musée d'Orsay ce mois-ci pour une rencontre autour des œuvres, notamment de BD africaines, si je ne dis pas de bêtises, et de son œuvre à lui accessoirement. Et malheureusement, bien sûr, je ne serai pas là puisque je serai à New York en parallèle. Oh, le frimeur, t'as vu un petit peu de sel, le frime et le sel en même temps. Il rate pas une occasion. Tout cas, pour résumer, j'ai adoré. Donc toi, tu as lu les 5, j'imagine. Oh, dites donc... Oui, j'ai lu les 5. C'était pas un reproche, c'était juste pour indiquer... Ok. Très bien, merci. Matt, qu'en as-tu pensé ? Alors, 2 préalables. Parce que je sais que les fans de Juniba sont très nombreux dans notre communauté. Donc le premier préalable, c'est les goûts, les couleurs. Ah, ça ne change pas, il n'y a pas de souci. D'accord. Deuxième, je sais que l'exercice de la critique revient à trouver des éléments rationnels dans ses propos. Et je ne suis pas créateur, non, pas du tout. Donc je me contenterai de tenter de vous expliquer pourquoi je n'ai pas du tout apprécié le titre. Bon. Déjà visuellement, j'ai eu beau chercher, ça n'a absolument rien appelé chez moi. Je vois le coup dur. Je vois, et peut-être même un petit peu trop, les effets qui sont recherchés, mais ça ne m'a jamais attrapé. J'ai eu l'impression que c'était toujours téléphoné, attendu, scripté. Et ce qui fait que j'ai jamais eu cet élément de surprise qu'on peut avoir quand on passe d'une case à une autre. Ça me semblait évident, déjà vu. Alors,
c'était une œuvre pour DC, donc peut-être qu'il y avait un cahier des charges à suivre, je sais pas, mais vraiment j'ai pas du tout accroché. Alors le style, tu en as parlé. C'est vrai que les traits, les épaisseurs, ça, voilà, la colorisation, les persos qui sont avec un petit côté super déformed, et puis des visages caricaturés, j'y arrive pas. Ce à quoi je n'ai absolument pas adhéré non plus, c'est que finalement on ne voit jamais les yeux, ou très rarement sur des personnages secondaires. Bon, tu vas me dire oui, mais ils ont des masques et tout. Oui, c'est vrai, mais on voit pas leur visage. Et moi, pour m'accrocher, les yeux, c'est quelque chose qui est essentiel dans le visage. Et si je vois pas les yeux, j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal. Donc la narration non plus, j'ai vraiment pas accroché, ça m'a pas captivé. J'ai navigué dans cette histoire, ne sachant pas véritablement si c'était grave ou comique, parce qu'il y a des thèmes très graves qui sont abordés, mais Why not buff? Comme le fait d'être privé de PS5. Et j'ai pas compris le fond du propos. Je vois pas en fait où il veut aller. Alors il y a certainement un truc, je suis passé à côté de quelque chose, très certainement, mais non, c'est pas ma cam. Je suis même pas allé au bout des 3 parce que en plus il y a un petit côté un peu Freak of the Week à chaque épisode. Alors il rencontre Red Hood, le coup d'après il rencontre machin, il rencontre truc. Le petit retournement de situation concernant le démon, ouais, bon, ça m'a fait ni chaud ni froid, mais je le répète, ça n'est que mon humble avis. Merci de m'avoir laissé l'exprimer. Ne tapez pas. Voilà, donc non, c'est pas pour moi. Je passerai mon tour. Ah, vous n'êtes pas du tout d'accord. Ça arrive, mais là, effectivement, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, effectivement. De toute façon, il reste 2 solutions. Bataille de polochon ou alors vous vous faites un bisou. Voilà. Les deux sont bien. On peut faire les deux en même temps. Ouais, c'est vrai. Vous pouvez faire des bisous au polochon aussi. Sur ces belles paroles qui n'ont absolument aucun sens, je vais inviter Matt à nous parler de sa revue de la semaine. Ouais, donc sans transition, je vais vous parler d'un titre paru chez DC Black Label. Donc on reste d'ici, on va nous accuser de faire que des... On nous accuse de tout, tu sais, on n'est plus à ça près. Un titre sorti chez DC Black Label qui est l'œuvre de Mariko Tamaki et Javier Rodriguez, qui est Zatanna, Bring Down the House. J'avais failli partir vers un autre titre et puis Reagan m'a rattrapé par le callback en me disant papa, regarde, il y a peut-être quelque chose et si tu le fais pas, je le fais. Donc j'ai dit non, attends, ça suffit, je m'en occupe. Donc Zatanna, qui est Zatanna ? Alors, si vous ne la connaissez pas, eh bien, j'ai tendance à vous dire tant mieux, ce comics est fait pour vous. Si vous la connaissez, si vous connaissez Zatanna comme la fille du grand magicien Zatara, comme la membre de la Justice League Dark dont j'ai parlé dans un Croissant Outcast. Tout à fait. Si vous la connaissez comme une magicienne puissante et sûre de son art, alors oubliez absolument tout ce que vous savez. Et alors à ce moment-là, ce comic book sera fait pour vous. En effet, cette mini-série nous présente une nouvelle Zatanna. Ce qui est, je vous l'avoue, moi, m'étant jeté à corps perdu sans m'être renseigné avant, assez déstabilisant pendant les premières pages. En gros, on a une Zatanna qui accepte de faire des tours de magie, mais qui refuse de faire de la magie. Et ça, dès le début, c'est dit. Et tous les atours habituels des super-héros et des super-héroïnes, un beau costume, une Batcave, une Zatanna cave, un truc comme ça. Il faut oublier, la Zatanna, elle se balade dans son studio en calcif, à moitié à poil, parce que le matin, elle n'a pas trop le temps de se préparer, etc. Avec une sorte de cage à lapin pour lui servir pour faire ses tours de magie. Et c'est à peu près tout ce qui est grandiose dans la vie de Zatanna à cette époque. À Las Vegas, du coup. À Las Vegas, tout à fait. Donc, entre évidence pour celui qui lit, parce que on voit au travers de ce qui nous est raconté le potentiel qui existe, et le refus de réalité, le déni de réalité de la protagoniste, on découvre une Zatanna qui se satisfait d'un travail lénifiant dans un complexe, un hôtel un peu miteux à Las Vegas. Tout en assumant ce refus d'être ce que le monde lui hurle d'être. Donc moi, j'ai trouvé, je commence un petit peu ma critique, j'ai trouvé ça assez intéressant.
Elle fait un spectacle de prestidigitation, donc comme je vous le disais, dans un truc miteux à Las Vegas. Il y a une lutte entre le passé, le présent et l'avenir. L'avenir aussi magique qu'extraordinaire qu'elle pourrait avoir. Il y a une constante, toutefois, qu'on retrouve entre ce titre de Zatanna et tout ce qu'on peut savoir de la magie dans l'univers de DC, c'est que la magie s'énonce sous forme de formules, mais qui se disent à l'envers. Alors, c'est pas les phrases qui sont à l'envers, si vous essayez de comprendre. C'est les mots qui sont à l'envers. La grammaire est respectée, mais les mots sont à l'envers. Zatanna sait parce qu'elle en a fait l'amère expérience pendant sa jeunesse, sait qu'elle peut faire de la magie, mais elle ne veut pas le faire. Quand elle est éveillée, or, personne n'est à l'abri de somniloquie. Vous voyez, je réussis à spoiler sans spoiler, parce que si vous voulez savoir ce que c'est que la somniloquie, il va falloir aller chercher ça dans... Le frère de Thor, oui. Voilà, somniloquie, ou un semi-loquie, la moitié du frère de Thor. Mais sus au suspense, qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, vous aurez remarqué qu'en termes d'intrigue, je ne vous raconte rien. Je peux juste vous dire que le premier prend un petit peu son temps. Il faut poser cette nouvelle Zatanna. Il n'en est pas moins assez humoristique et utile pour poser les éléments qui vont être largement développés dans au moins les deux parutions suivantes. Sus au suspense. Je suis tombé amoureux du terrier de lapin dans lequel je suis tombé, de cette histoire, aussi bien sur la forme et sur le fond. La mise en scène, la mise en case est très aérée, très dynamique et suffisamment pour me capturer en tout cas. Les couleurs sont utilisées à bon escient, selon les situations, et ce qui permet véritablement de se retrouver dans le récit. On a le quotidien de Zatanna, qui est colorisé d'une certaine façon, les retours dans le passé, qui nous permettent d'explorer la psyché de Zatanna, parce qu'on ne savait pas véritablement... Alors, comme on a eu l'occasion de le dire, parfois il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir à propos des personnages, mais là, à mon sens, c'est amené de manière très intéressante. Et puis ça permet d'exposer un personnage très connu que moi j'ai très peu vu, qui est le papa de Zatanna, donc Zatara, qui était un des plus grands magiciens de tous les temps. Et les situations magiques qui sont à la fois très impressionnantes, très solennelles, mais très rocambolesques, avec un personnage, là aussi je ne spoilerai pas, mais qui pourrait tout à fait être incarné par l'actrice Imogen Poots, donc, avec ses dents de lapin. La première publication, comme je vous le disais, se veut introductive, mais elle reste très très captivante. Alors attention au rythme, ça passerait peut-être pas le mur d'Adrien, mais le mur d'Adrien, je rappelle pour les néophytes, c'est le mur de la fin de la première publication. Est-ce que je passe à la deuxième ou pas ? Moi, j'ai réussi. Voilà. Les deux suivantes, par contre, ont fini de me convaincre parce que ça creuse tout ce qui a été posé dans la première issue. Et c'est ça, en fait, la gageure de la première issue, c'est réussir à poser tout ce monde-là dans lequel on va aller plonger. Ça creuse ça de façon harmonieuse. Les thèmes évoqués, pour moi, sont très intéressants. L'héritage, le passé, le présent, c'est-à-dire la situation dans laquelle on est et ce qu'on veut faire de sa vie envers et contre tout, parce que la pauvre, il y a un syndrome, alors excusez de la ref, mais Jupiter ascending, c'est-à-dire c'est la personne qui ne veut pas faire les choses alors que tout le monde autour d'elle lui dit mais si, viens faire tes tours de magie dans une super salle à Las Vegas, deviens une magicienne, réponds à l'appel du destin, etc. Mais elle ne veut pas. Et donc tout ça, ce serait son avenir vers lequel elle est tiraillée. Et finalement, tout ça révèle une véritable lutte contre elle-même. Voilà, ce qui m'amène à me dire que j'achèterai le TPB dès qu'il sort, et même si je retrouve les issues, je les achèterai toutes. C'est magnifique, c'est très bien raconté, et ça c'est une des forces du Black Label, je pense. Cette possibilité un petit peu de sortir des codes, redéfinir un personnage comme Zatanna qui est, on va pas dire que c'est un personnage secondaire, mais un petit peu quand même 1,5 quoi, c'est un personnage 1,5. Là, ça lui redonne vraiment un intérêt que je trouve de bonne aloi. Merci beaucoup. La parole est à la défense. Ou au contraire à l'attaque. J'allais dire, l'attaque était quand même pas très virulente. Voilà. Je sais plus si tu l'as dit, c'est une mini en 5, donc du coup. Oui, pardon, c'est en 5, ouais. Tout à fait. Non, c'est un oui ici, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, comme toujours, il y a toujours un peu ce mouvement de recul quand on découvre qu'un comics qu'on démarre est une origin story. Il y a un petit côté, oula, on va vraiment encore repartir de zéro. Ouais.
Après, ce qu'il y a, c'est que c'est un personnage qui a été assez peu exploité objectivement. C'est plutôt un supporting caractère, c'est-à-dire qu'on la voit souvent, mais c'est plutôt dans un groupe, dans des événements. On a rarement le personnage qui agit par lui-même, pour lui-même. Donc du coup, c'est pas trop gênant, clairement, de ce côté-là. Et pareil, au premier abord, visuellement, le dessin de Javier Rodriguez peut être assez perturbant, tout comme un Michael Red ou ce genre de dessin très particulier. Alors moi, c'est oui, hein, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Surtout qu'on voit vite la maîtrise qu'il y a derrière. C'est-à-dire que sur des aspects qui paraissent un peu simplistes pour une lecture un peu à froid, on se rend compte clairement que tout comme Michael Red a un niveau incroyable, bah là il y a une maîtrise de la mise en page qui est folle. Il y a vraiment un côté composition avec le jeu autour des un peu des cases et tout. Enfin, c'est vraiment très 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 cool. C'est vraiment très très beau. Et du coup, ça marche très très bien aussi visuellement. Surtout que du coup, comme tu l'as dit, en plus il y a beaucoup de personnages hauts en couleur, donc littéralement dans tous les sens du terme, ça va bien avec ce genre de patte graphique. Pour le coup, je pense qu'une mini c'était ce qu'il fallait. Oui. Je pense pas qu'il faille faire des pages et des pages sur ce genre de petite histoire d'origin story. Mais clairement, l'écriture de Tamaki, Mariko Tamaki, qui a aussi écrit Breaking Glass, j'ai vu, qui est très sympathique d'ailleurs, suite en passant. Harley Quinn Breaking Glass, qui est ressorti récemment chez Urban. C'est un vrai point positif parce qu'on sent que elle veut donner de l'épaisseur au personnage. C'est pas juste un personnage sexualisé en barésie qui fait des tours de magie. Non, c'est absolument pas le sujet. Bien au contraire, c'est assez malin dans l'écriture au niveau de ce niveau-là. Donc c'est clairement le petit bonbon sympathique et c'était avec plaisir. Mais ce qui est marrant, c'est que je lui trouve beaucoup de similarités avec Boy Wonder. En l'occurrence, au niveau des messages, au niveau de l'ambiance, c'est marrant. Ouais. Comme quoi, hein, deux salles, deux ambiances. Donc c'était assez drôle. Et pareil, ça fait porte des bonnes valeurs, effectivement, sur trouver sa place. Comment on se place en opposition avec ses parents. Et vraiment, je trouve qu'il y a des parallèles assez énormes entre les deux. Et c'était pas prémédité pour le coup. C'est un art graphique. Si on voulait bien sûr. tenter de lire des histoires avec toute la richesse, bien évidemment, on lirait des livres. Là, je t'avoue que on va pas revenir. Non, c'était juste pour l'anecdote de dire que je trouve qu'il y avait pas mal de similarités pour le coup sur le fond. Mais donc oui, c'est un grand oui, et je serai évidemment moi aussi présent pour la sortie en complète. Et petite pensée à Annie Vray quand même, parce qu'il y a un passage où il y a la mignonitude, des fourrures et du sang en même temps, donc ça lui plaira très certainement. Tout ce qu'il faut. J'avais une excellente blague sur Zatanna et Diabolo, mais j'ai pas réussi à la caser. Alors, ça fait titre d'épisode. Oui. Oh, par exemple. Excellent. Excellent. Je tiens quand même à dire que je suis très déçu. Je m'attendais à ce que tu fasses une review entièrement à l'envers. Donc, je ne cache pas ma déception. Bah, écoute, peut-être qu'il est sous et qu'on le sait pas. Hein. Exactement. C'est tout à fait ça. Je suis complètement. C'est l'art de l'illusion, après tout. Sous. Super, merci beaucoup pour cette revue. On va revenir vers Regen, puisque je vous rappelle, on n'est pas nombreux ce soir. Donc peut-être tu peux te déguiser. Oui, ou prendre genre une autre voix. Negan. Alors, je me déguise en qui. Alors bonjour, je m'appelle XT. Donc XT parle du nez, ça c'est fait. Je suis teigne en blond. Konnichiwa. Oh. Ça vole bas. Oui, donc exceptionnellement, je vais vous donner une deuxième dose dans ce petit comité au chaud sous la couette entre nous, hein, en tout bien tout honneur, avec le titre Crocodile Black. C'est un titre aussi sorti en 2024 chez Boom Studio. C'est aussi une mini en 5. On est en mini, on est un petit. Oui, mais c'est bien, on aime bien. On est bien. Le dernier n'est pas encore publié. Je crois qu'il sort cette semaine, pour information. La VF n'est pas encore annoncée. Honnêtement, il y a toutes les chances que ça débarque chez Urban encore une fois, même si il y a une ambiance qui aurait pu être chez Delcourt aussi, soit dit en passant. À voir. C'est vrai. À voir qui gagnera. C'est donc sur un scénario de Philip Kennedy Johnson, un artiste qu'en tout cas je commence à suivre de près parce qu'il a fait des choses qui m'intéressent pas mal, notamment Le Dernier des Dieux. Il a fait du Superman, du Hulk, et un petit gars qui monte. Au dessin, on retrouve Sopnat
Pal, aka Somme, tout court, qui a fait apparemment peu d'œuvres publiées. J'ai trouvé brillant, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qu'on a vu beaucoup dans le milieu. Et pour le coup, on en parlera. C'est plutôt intéressant ce qu'il fait. À la couleur, Patricio Del Pech, qu'on a vu notamment sur Arca, Dune ou encore Airdiver. Tout ça est assez sympathique visuellement. Au lettrage, Becca Carré, qu'on a vu sur Buffy ou encore Berserker de Keanu Reeves. L'enfer. N'est-ce pas ? Et enfin, au logo design, Fernando Rosales et Grace Park, qu'on a vu notamment sur le travail graphique des logos de Briard ou de Biol BMOS. C'était bien ça, Briard. Ouais, c'était sympa. Ouais. Ça a eu beaucoup de retard de publication, mais c'était sympa, effectivement. Donc nous sommes en 2021, c'est-à-dire il y a une éternité hein, pour ceux. Ouais. C'est fou, hein, mais je vous dis, quand vous y pensez, c'était il y a une vie. Oui. Et c'était le début des emmerdes. Et oui, la pandémie est une réalité, la population prend ses distances, mais clairement, en dehors d'une dystopie de stockage de pâtes, de papier toilette ou encore d'apprendre à porter un masque sur le nez, s'il vous plaît, nous avons aussi un boom de la livraison, évidemment, puisque chacun chez soi et les virus seront bien gardés. Le jeune Danny a cette formidable chance d'être tout à la fois donc livreur et bien sûr exploité, hein, puisque malheureusement Uber Eats toi-même, mais il doit surtout composer avec ses propres démons. Comme on dit, le cliché, souffrant de troubles obsessionnels et de tendance à la fuite, évasion. Donc, il le vit pas très très bien la situation. Et autant vous dire qu'une pandémie n'aide pas avec ce genre d'état. Donc, il suit un traitement assez lourd et une surveillance importante de sa famille. Surveillance plus ou moins bienveillante selon les membres de la famille, mais voilà. Tout cela semble tourner en tout cas autour d'un traumatisme d'enfance, autour d'un certain Mati. On en apprendra évidemment un petit peu plus au fil du récit, mais en tout cas, ça semble être le point de déclenchement des problèmes pour notre pauvre Danny. Fondu au noir. J'y suis. L'inspecteur Trivial, je crois. Ce n'est pas trivial, hein, je me doute bien. Lui, de son côté, compte bien raccrocher son badge et en finir avec les enquêtes. Ouais, je suis trop vieux pour ces conneries. Ah, cliché. Clairement, ça commence comme un gros cliché. Mais on va voir qu'il n'y a pas que ça. Et en dehors de devoir gérer des petits ambitieux qui risquent de réveiller les cartels qui s'étaient calmés, il se retrouve sur une affaire qui semble être un tueur en série avec comme signe distinctif des chaussures en croco. Noir, qui plus est. Noir. Pas parce que t'es un tueur en série que t'as bon goût. Hein. Ça, c'est clair. C'est même pas forcément compatible. Hein. Mais revenons à Danny, déjà fragilisé par le venin réprobateur de son père, va se retrouver à faire une livraison chez un particulier, parmi toutes les livraisons qu'il peut avoir, où il va tomber sur un cadavre, littéralement, dans la maison. Un cadavre, en l'occurrence, qui porte des Santiago en crocodile. Noir. Tiens. Clairement, il devra appeler la police, partir, retourner à sa routine. Mais elles sont jolies, ces chaussures, quand même. Elles sont quand même sympas. Hein. Puis, franchement, il vivait isolé. Franchement, il n'y a personne qui va débarquer. Personne ne va vraiment se présenter dans ce grand appartement avec le frigo rempli. Et puis les médocs qu'il prend, c'est pas forcément très pertinent, très utile. Hein. Franchement, est-ce qu'il en a vraiment besoin, j'ai envie de dire, quoi. Et quitte à vivre une vie en même temps, pourquoi pas celle-ci, finalement, hein. S'y glisser telle une mue pour oublier la sienne. La vie d'un dur, la vie d'un mec à qui on cherche pas des crosses et qui impose le respect. Un gars qui va dans les bars et qui ne se laisse pas insulter. Un mec qui se trimballe avec un flingue sur lui et prêt à en découdre au moindre problème. On dirait une chanson de Renaud des années 80. C'est pas gentil. Les pieds où je veux, les tels. Exactement. Et donc va partir cette spirale où Danny va littéralement se mettre dans les bottes d'un autre, avec tous les problèmes que vous pouvez imaginer que ça risque de déclencher vu les bottes en question. Grave.
Je vais pas en dire beaucoup plus, je pense. Ça résume plus ou moins les 2-3 premiers. Donc, comme vous l'avez compris, on va suivre donc la mue. Le choix n'est pas choisi au hasard, d'une personne qui semble lambda dans ses bottes de tueur en série. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Plutôt sympa, j'ai plutôt bien aimé. Une petite ambiance polar. Bon, très clairement, hein, dans la parenté d'un Ed Brubaker, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est complètement assumé. De toute façon, c'est le taulier en termes de polar dans les comics. Hein. C'est un auteur qui a énormément écrit de comics. Vous les retrouvez chez Delcourt, d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, c'est le spécialiste du polar en comics. Donc, on retrouve un petit quelque chose, notamment sur le côté Kill or Be Killed, si vous l'avez pas lu. C'est d'ailleurs un très bon comics, soit dit en passant, avec ce côté un peu halluciné et de Monsieur Tout-le-Monde qui part en sucette. Visuellement, c'est assez intéressant. Là encore, un petit peu dans la veine Sean Phillips, qui travaille d'habitude en duo avec Ed Brubaker. Il y a vraiment un parallèle évident sur le travail qui est fait. Je pense que c'est plus ou moins assumé de toute façon. Avec un trait très sobre au final, avec des éléments assez efficaces là pour le récit, mais où il rajoute une petite touche de folie, sans mauvais jeu de mots. Avec des éléments fantasmés dans les graphiques, avec le côté on commence à avoir des hallucinations visuelles, sonores, etc., qui commencent à prendre vie dans les pages. C'est pas inintéressant, ça donne un petit côté poisseux à l'aspect graphique, qui sort de ce côté très sage qu'on a au début, qui est assez intéressant. Le récit semble assez maîtrisé. Là aussi, l'aspect minime est plutôt rassurant, de se dire qu'on va pas étirer ça sur le tueur en série avec 18 000 meurtres pendant 15 000 épisodes. C'est plutôt là aussi, je pense, encore le bon choix. Après, il a les défauts de ses avantages. C'est-à-dire que si on retrouve un peu l'ambiance d'un polar Brubaker-Phillips, là aussi, ça ne réinvente pas la roue. On va avoir vraiment ce qu'on peut appeler un comics de genre. C'est-à-dire que ça assume les codes, ça utilise les classiques du code du genre du polar, ce qui est pour le coup complètement volontaire. C'est pas genre, il n'avait pas d'idée, c'est qu'il veut jouer avec ces codes-là du polar. Donc du coup, c'est assez classique, mais j'ai passé plutôt un bon moment. Et je pense que j'irai jusqu'au bout, clairement, sans souci de mon côté. Ouais. La question qui m'interroge, c'est si le flic le poursuit assidûment, est-ce qu'on peut dire que c'est le Trivial Poursuite ? Oui. À toi, Matt. On doit. Oui, pareil. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment accroché. Oui. Là, j'ai vraiment accroché. Donc ça commence par une scène du quotidien, mais ce quotidien est immédiatement mis en miroir avec une situation historique qui est la situation de la pandémie et la situation du Covid. Donc déjà, on sait qu'il y a ce côté où il va sortir quelque chose d'anormal de ce quotidien. Les habitudes vont être bousculées. Cette famille qui vit ensemble, mais alors vraiment ensemble, c'est-à-dire pour les personnes qui l'ont vécu et en plus pour les personnes qui devaient être dans un appartement, par exemple, vivre à 4 ou 5 dans un appartement 24-24, ça doit être quand même quelque chose. On sent qu'il va se passer quelque chose. Donc il y a ce code-là. On part sur, dans un premier temps, cette notion-là, une notion d'émancipation avec ce garçon qui est malade et qui ne prend pas toujours son traitement, sa maman qui est toujours derrière lui à lui dire « prends tes médicaments », son père qui soupçonne quelque chose, qui pense que son fils est en fait presque un menteur sur sa pathologie. Voilà. La sœur, où on ne sait pas trop au début. On sait pas trop. Elle semble plutôt en soutien quand même. Voilà, mais oui, c'est pas. Elle en fait beaucoup et on ne sait pas trop, on ne sait pas pourquoi. Ce petit frère, effectivement, voilà. Donc il y a du mystère. Même, tu vois, au sein de la description de cette famille, il y a du mystère. On arrive ensuite sur la partie polar, la partie policier, avec graphiquement là aussi des crânes qui explosent. Oui, ça je voulais le dire, c'est visuel, il y a de quoi faire. Ouais, c'est assez. Âme sensible, s'abstenir. Tout à fait. Ouais. Donc limite de l'horreur. Et tout ça, ça constitue finalement une histoire qui, dans sa narration, se veut assez mystérieuse, même si ce qui est raconté est très explicite, très très clair. Mais on voit que les choses se mettent en place petit à petit. Les scènes sont très intenses, notamment les scènes de violence. Les éléments sont apportés petit à petit, suffisamment pour en apprendre, pas trop pour pas tout dévoiler d'un coup, mais suffisamment pour intéresser. Et si le récit débute sur Danny,
ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que très rapidement, en fait, c'est aussi l'histoire de la famille. Donc on parle de Dany, mais on parle de Dany pour parler de la famille et pour parler des relations au sein de la famille. Qui se positionne où, quoi, comment, et tout ça sur fond bien évidemment de policiers, de meurtres, d'affirmations, et puis un petit côté, comme tu l'as dit, graphiquement, avec des artefacts, on va dire, qui sont des espèces de serpents, des reptiles qui viennent en surimposition comme ça, grabouiller. Sachant que Dany, lui, de manière thérapeutique, grabouille aussi énormément de choses dans sa chambre. Donc voilà, tout ça se recoupe un petit peu et ça en fait une histoire très intéressante. Donc pour l'exercice, je me suis arrêté au 3e, mais je vais très certainement continuer. Donc c'est un oui massif. Parfait. Ah, c'est vrai que quand c'est en 5 opus, ça se lit vite en vrai. Oui, clairement. Ouais. À moins que ce soit vraiment rébarbatif dès le début, sinon... Oui, bien sûr. Mais effectivement, si tu as envie d'aller jusqu'à la fin, tu sais que tu t'embarques pas. C'est clair. C'est pour pas, 3 ans de publication. pas d'engagement. Exactement. Oui. Messieurs, merci beaucoup pour ces reviews. Ah bah, Je propose que nous passions à la deuxième partie de l'émission. Avant d'aborder la question du focus, je vais faire une petite page de pub. Ah. Si vous souhaitez suivre les aventures de Comics Outcast, savoir quand sortira la prochaine émission, savoir éventuellement ce qu'on lit, Bah oui. ce genre de petites choses. Vous Le avez la planning des sorties. Le planning des Voilà. sorties, oui, exact. Qui porte un slip en pilou dans l'équipe? C'est une devinette. Ah ouais, non, D'accord. je pensais qu'on pouvait savoir. Trop de détails. Oui, trop de détails. J'ai été perturbée par cette histoire de slip en pilou. J'étais en train de me demander, mais ça doit gratter en fait. Mais non, Ouais. pas du tout. Enfin, c'est pas parce que c'est moi qui le porte, hein, je vous rassure. C'est une projection de mon esprit. Ah non, tu t'es trahi, qu'est-ce que tu Ouais, veux que je te dise? j'étais en train de dire, ah oui, les réseaux sociaux. Complètement perdu. Donc, si vous voulez savoir qui porte le slip en pilou, ne manquez pas le prochain épisode à retrouver sur nos réseaux sociaux. Alors, si vous êtes toujours sur X, bah déjà bravo et bon courage. Vous pouvez nous retrouver sur le compte @comicsoutcast. Nous sommes également sur Blue Sky, donc c'est comicsoutcast.probablement bluesky.com. C'est du commercial basique, ouais. On dit Voilà. Comics Outcast partout. Petite variante sur Facebook, puisque c'est le Bouya Comic Club, qui n'est pas très actif, mais on y est quand même. Toujours là, toujours, est toujours là. présent, toujours vivant. Évidemment, nous sommes aussi sur Thread parce qu'on est très complétistes, pareil, Comics Outcast. Et enfin, bien évidemment, le meilleur moyen d'échanger sur le contenu de nos émissions et de rencontrer notre chouette communauté, c'est de se rendre sur notre Discord. Vous avez un lien d'ailleurs la plupart du temps en biographie. Tout à fait. Dans la plupart des réseaux sociaux. tout à fait. Exactement. Donc c'est le Discord du vaisseau Hypersensas. Donc vous ne serez pas que avec des fans de comics, mais aussi avec des auditeurs et auditrices des autres émissions du vaisseau Hypersensas. D'ailleurs, on peut vous inviter à aller les écouter parce Avec plaisir, qu'il y a clairement. largement de quoi On va pas tous les citer parce qu'il y en a plein, mais le défaut, c'est la cartographie des chimères. Ouais. Il y a de quoi faire. On va pas les citer. Non. Mais C'est cool, c'est quoi? Mais on va commencer. Contrecast. Comité. Mais on va pas les citer. hein. Voilà. Super. Sinécure. Si, il faut le citer. Aussi, oui. Bref, après cette petite page de pub qui est partie dans tous les sens, on va pouvoir aborder le focus. Donc, pour les nouveaux nouvelles, je rappelle plutôt. Le focus, qu'est-ce que c'est on s'intéresse à une œuvre terminée, on explique ce que c'est évidemment, et on en profite pour apporter un petit commentaire plus global sur l'œuvre en question. C'est Très bien, très bien. ouais, pour cette émission, un choix très intéressant. Donc je vous demande de sortir vos petites braies, de sortir vos petites épées, mais surtout de sortir vos petits morceaux de fromage. Et nous allons parler de Mouse Guard. Alors, qui se lance peut-être Regan, vu que tu es venu avec 12 bouquins dans ta besace. Allez, effectivement, Mouse Guard, en français, Les légendes de la garde. L'œuvre qui a démarré en 2006 avec 3 tomes de la mini-série. Puis après des anthologies dont on parlera un petit près. C'était chez Arca Studio, qui est un label de Boom Studio. C'est disponible en français chez Gallimard, jeunesse. Donc il y a eu 5 tomes en VF.
Et pour information, il a entre autres choses gagné notamment un Will Eisner, ce qui n'est pas rien dans le milieu du comics. C'est pas mal. Les légendes de la garde, qui est donc l'œuvre majeure de David Petersen, qui est surtout connu pour ça objectivement. Et donc j'ai envie de dire, la nuit se regroupe et voici que débute ma garde, pour citer un credo d'un autre univers qui n'est pour autant évidemment pas aussi triste, j'ai envie de dire, que celui-ci. Nous sommes pour autant face à de vaillants représentants d'un ordre bien connu de la fantasy, la garde. Un univers rempli de prédateurs, de conditions de vie rudes, et après avoir mené une guerre contre un chef de guerre fouine, les pires, les fouines, le peuple souris décide de prendre les devants en formant cet ordre chargé de prévenir les conflits plutôt que de les subir. Donc ce ne sont pas des guerriers, c'est bien la notion vraiment de garde, un peu comme vous l'avez dans d'autres univers, comme je disais, donc Game of Thrones ou même le Disque Monde d'ailleurs, avec la garde de nuit de Hank Morpork. Donc c'est donc un univers où les souris donc le peuple souris s'est organisé en cité, donc où la garde fait office d'éclaireur, d'escorte ou encore de garde du corps, un petit peu les Jedi, c'est ça, les protecteurs. les protecteurs Jedi de l'univers. Ils veillent sur les chemins, les villes et les frontières du royaume. La cape est leur symbole et leur fonction et la protection. L'univers va démarrer du coup avec des récits chronologiques. On va démarrer avec un premier tome qui en français s'appelle donc Automne 1152, qui sera suivi directement de Hiver 1152. Vous me direz, jusque-là, il y a une certaine logique. Le troisième récit, on en parlera après, n'est plus directement la suite chronologique, mais va encore être une mini-série complète avec tout un fil à dérouler au niveau de l'histoire. Ces récits vont se focaliser sur 4 membres de la garde de Lockhaven, qui est donc un des fiefs de l'univers de la légende de la garde, avec Saxon, la souris brune impétueuse et qui veut en découdre, qui est plus prêt à taper et à discuter après, qui est sûr de sa force et qui est sûr que la solution, c'est d'abord la bagarre. Ça, c'est moi en JDR, ça. Nous avons Kenzie, la souris grise, qui est clairement le cerveau du groupe, le sage, la fin stratège qui sait prendre les bonnes décisions au bon moment. On a Sadie, une autre souris brune, qui est un ancien garde qui était solitaire, qui était à la frontière, qui va essayer de refaire un petit peu sa vie après des événements pas forcément très joyeux, et elle cherche à se faire de nouveaux camarades, à avoir des nouveaux compagnons. Et enfin, pour clôturer ce quatuor, nous avons la bleusaille, le petit nouveau, mais néanmoins prometteur et courageux, Liam, la jeune souris rousse, qui veut faire ses preuves et qui veut apprendre tout de ses illustres compagnons. Voilà, une équipe parfaitement constituée, parfaitement équilibrée, qu'on a envie de suivre. Ça donne envie, j'ai envie de dire. On peut les suivre jusqu'en enfer. Ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'il y a des souriceaux, des sourissettes. Oui, alors j'ai volontairement pas précisé, mais effectivement, il y a les deux. On a attention, on dit une souris quoi qu'il arrive, effectivement. Mais oui, il y a les deux effectivement qui sont représentés. Alors il y a plein d'autres personnages, bien sûr, en couleur qu'on rencontrera au cours de l'aventure. Se rajoutent quand même 2 personnages importants qui ne sont pas directement des membres de la garde active. Nous avons Gwendoline, qui est la matriarche de la garde de Lockhaven, qui est un petit peu la patronne, j'ai envie de dire. Ouais, c'est la taulière. La taulière, un clin d'œil à Toff, tout pour la matriarche, qui est donc une souris blanche qui gère un petit peu donc les grands plans, les relations avec les différentes villes et villages que constitue le peuple des souris. Et on a un certain Kelanao, à prononcer Kelanao comme il le dit lui-même. Mais je ne vais pas trop vous en dire pour l'instant. Je vais rester un peu mystérieux. J'y reviendrai un petit peu après. On n'est pas là pour... Attention, il n'y a pas grand-chose à spoiler. L'intérêt du comic, c'est évidemment dans ses aventures, plus que dans ses personnages, au niveau déroulé.
Donc, comme je disais, donc on commence avec 2 récits sur 2 tomes. Les 2 sont des récits complets. Hein. Vous avez la fin des aventures à chaque fois. Le premier tome va se focaliser sur un complot, une trahison, l'odeur des poudres qui monte dans le peuple souris, où un certain... alors, je ne vais pas spoiler qui est le traître, évidemment, hein, ça vous le saurez en le lisant. Mais en tout cas, il y a une trahison qui fomente, une révolte qui fomente, et qui a apparemment pas mal de partisans. Et la garde va trouver, malheureusement, donc nos quatuors, va tomber sur des informations confidentielles qui risquent de tomber entre de mauvaises mains et vont mener l'enquête. Ça va les mener... Encore une fois, ça vous le verrez en le lisant, à divers rebondissements, et notamment avec donc cette société secrète qui veut s'emparer du pouvoir, semble-t-il, et qui se fait appeler la Hache Noire. Un terme loin d'être anodin dans cet univers, comme nous allons le voir par la suite. Donc ces 2 tomes vont revenir un petit peu sur cette ambiance-là, comment ça se passe et les conséquences évidemment de cette tentative de putsch, littéralement. Et avec son lot de pertes, son lot de victoires, son lot d'actions héroïques, j'ai envie de dire. Donc tout ça pour les 2 tomes. Le 3e tome, lui, va s'appeler la Hache Noire. Tiens. Et on va revenir effectivement sur cette fameuse Hache Noire. Qu'est-ce que cette Hache Noire ? Quelle est sa légende ? Cette arme mystérieuse et dont le porteur semble immortel et protège le peuple souris. Mais qui est-il ? D'où vient-il ? Je vais chanter du Noah si ça continue. L'incroyable robot. Noam, pardon, lapsus, oui. Et là, pour le coup, effectivement, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est comment on va retrouver cette fameuse arme légendaire et son porteur, comme on l'aura eu sous-entendu dans les tomes précédents. Juste pour finir sur le panel un peu globalement, et les 2 autres tomes sont plutôt comme le dit, les légendes de la garde à la base, c'est aussi pour pouvoir faire des petits récits, des anthologies avec des histoires courtes, des fables, des paraboles. Et par exemple, donc le 4e tome qui est Baldwin le Brave et autres contes, c'est en fait, ça regroupe les fables courtes qu'il avait écrites, donc on est toujours sur David Petersen, dans les FCBD. Donc chaque année, il faisait une histoire courte pour le FCBD. Dans le FCBD, c'est le Free Comic Book Day. On vous offre des petits fascicules gratuits pour fêter les comics. Et donc, il avait tout réuni dans un seul tome, et c'est celui qui a été publié, avec des petites histoires assez sympathiques qui ont alors c'est assez simple, c'est presque enfantin, mais dans le bon sens du terme, avec comment on dit ça, des morales, merci, c'est le terme que je cherchais, toujours des fables qui vont avec le récit. Et le dernier, dont Tom publié en VS, donc Bastian, le loup solitaire et autres contes, là le nom annonce la couleur, clairement c'est un peu le même principe que le Baldwin, c'est plus court d'ailleurs, c'est 2-3 histoires, c'est aussi touchant, ça fonctionne aussi bien, mais effectivement c'est là aussi des petites fables. Donc avec ça, on a un panel assez intéressant. Bon, vous l'aurez compris, hein, la parenté est évidente en termes de fantasy. Hein, c'est, comme je disais, le Seigneur des Anneaux, le Game of Thrones, le Disco World. C'est un univers solide. Ce n'est pas juste des gentilles petites souris avec des petites épées toutes mignonnes. C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Il y a une vraie histoire, des développements de personnages. C'est écrit tout à fait sérieusement. Alors bien sûr, hein, les animaux dans les histoires, c'est un grand classique. Des fables de La Fontaine jusqu'au Brisby jusqu'au secret de Nîmes de Brisby, ou encore le plus récent Scurry qui était assez sympathique. Donc oui, c'est un grand classique de la littérature graphique. Et David Petersen soigne vraiment son travail de ce côté-là. Il crée un univers cohérent. Il essaie d'avoir... il y a des annexes, par exemple, avec quels sont les métiers que font les différentes souris, le système de commerce. Il essaie vraiment de créer son propre univers. Graphiquement, c'est superbe. J'aime beaucoup son style, avec un style très
comment dire, un peu enluminure aussi. Ouais, Il y a un côté la police d'écriture. Dans la police d'écriture, tout le médiéval. décorum qu'il y a autour fait vraiment très tapisserie de Bayeux, fait très Simon de Tuilière dans un autre style plus comique. Mais voilà, très médiéval avec les vitraux, tout ça. Et c'est vraiment très très beau, c'est fouillis en termes de dessin. C'est très franco-belge aussi, dans le sens où c'est vrai. là pour les coups les décors ne sont clairement pas en option, bien au contraire. Petit détail qui est anodin, mais c'est en format à l'italienne, donc en long. C'est un format un peu atypique qui fait un peu penser à des livres d'histoire pour enfants aussi, mais qui marche plutôt bien avec le récit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre avant de laisser un peu la parole à mon collègue? Je rajouterais que, donc comme je disais, oui, donc les légendes de la garde va par la suite, donc après ces récits-là, partir, alors c'est pas publié en français, c'est publié aux US, partir en anthologie. Et donc, il va proposer à d'autres auteurs de proposer leur propre histoire dans son propre univers à lui. Trop bien. Donc, tu vas avoir un setup où il va mettre quelques pages dessinées par David Peterson en mode on est dans une taverne et il y a un mec qui va raconter une histoire. Ça, c'est super. Et on bascule sur cette histoire dessinée par et racontée par Scotty Young, par Mark Burkingham, par Becky Cloonan. Il y a une liste de noms incroyable, évidemment. Hein. Alors, ça, par contre, c'est une inédit en français. C'est jamais sorti. Je sais pas si ça sortira parce que ça fait un petit moment quand même que c'est sorti comme je disais 2005, hein, c'est pas non plus tout récent. Mais vraiment, c'est un univers excellent, c'est passionnant, j'aime beaucoup. Il y a vraiment ce côté justement avec les souris qui disent ouais bah ça va être gentil quoi, ça va être sympa, et on découvre vraiment un récit profond avec une vraie aventure qui n'a pas à rougir de ses grands concurrents ou de ses grands frères entre guillemets. Donc vraiment je ne saurais que trop vous le recommander. C'est un vrai de la vraie bonne fantasy comme l'aime Z2E évidemment, que je ne saurais bien sûr que trop lui conseiller de s'y pencher avec grand plaisir. Ouais, c'est exactement ça. Le coup des souris, finalement, c'est des souris qui sont très féroces, qui se laissent pas emmerder, et qui finalement tuent et exterminent absolument toutes les menaces qui viendraient peser sur leur communauté. On ouvre en désinguant un serpent. Hein. Ouais. On en est comme ça. Hein. Ouais. Donc il n'y a pas que des souris. Alors effectivement, Non. je me suis focalisé sur les personnages qu'on suit, mais elles sont au milieu d'un univers avec le clan des fouines, les volatiles. Ils vivent vraiment dans une forêt avec tout un tas de prédateurs autour. Et c'est pour ça qu'ils ont formé la garde. Également anthropomorphe. Non, Alors, sauf les fouines un peu, mais... ouais, alors c'est limité. On sent qu'ils ont chacun leur langage, Ouais, mais ça reste des animaux. d'accord. Ça reste des animaux. Ouais. C'est pas une humanisation de... Mais il n'y a pas la communauté des lapins Non. ou la communauté des C'est canards. pas donjon et chaton, quoi. Non. D'accord. Non, pas du tout. Donc il y a ce contrepoint-là. Il y a le contrepoint aussi avec effectivement l'édition qui semblerait nous proposer des contes pour enfants, et c'est absolument pas le cas. Donc toujours en fait sur ce déséquilibre bon, je vais pas redire tout ce qu'a dit Reagan parce que je le partage à 200%. Ce que je peux ajouter moi de ce que j'ai perçu, c'est que très clairement pourquoi utiliser un médium comme celui-là, c'est qu'il y a un côté fable où on raconte énormément de choses. Donc on raconte des valeurs comme le sacrifice, la loyauté, l'abnégation, mais aussi avec des choses en filigrane, si on veut bien les lire, qui sont le pendant de tout ça. C'est-à-dire que la garde, ça reste un ordre militaire, avec les gens qui en font partie, qui ont ce côté un petit peu ancien combattant où moi je me suis battu pour la communauté. Donc voilà, tenez-vous un petit peu quoi. Dans Black Axe par exemple, alors, extension extraordinaire du monde, puisqu'on va se rendre compte qu'il existe des souris pirates. Donc des souris pirates qui veulent s'écharper, et le membre de la garde dit ça valait bien le coup que je protège la communauté si c'est pour que les souris se tuent entre elles maintenant. Voilà. Donc tu vois des petits mots comme ça. Voilà, je continue sur ce que je voulais vous dire. C'est en fait la profondeur de ce monde. Ce que les souris ont construit, il y a toujours un côté émerveillement avec une base souris cachée dans un arbre, avec des choses qui paraissent anodines mais qui évidemment pour une petite souris paraît insurmontable. Dans hiver 1152, ils doivent franchir un champ
recouverts de neige et ils disent bon, on peut pas passer parce que là on va se faire bouffer toute crue parce qu'elles ont conscience quand même aussi de leur petitesse et de leur vulnérabilité. Autre message aussi, l'union fait la force. Donc elles disent mais comment on va faire? Et l'oignon fait la sauce. Et voilà. Donc il y en a une qui dit bah, c'est pas grave, on va creuser sous la neige. Donc effectivement les voilà qui creusent sous la neige, toutes courageuses qu'elles sont. Donc tout ça pour vous dire l'automne effectivement il y a cette idée de complot interne et ce que j'ai retenu aussi dans ces histoires-là, c'est un petit peu je ne veux pas utiliser un mot pour péter plus haut que mon cul, mais le trope un petit peu de tout ça. Le fond, c'est la recette de ces histoires de fantasy ou de ces histoires un peu militaires. Il y a toujours un ennemi. Voilà. Il y a toujours un risque à affronter, que ce soit un félon qui mène la rébellion ou l'hiver, en fait, Winter 1152, c'est lutter contre l'hiver parce que donc, la communauté de la souris, c'est pas la communauté de l'anneau, et la communauté de la souris est mise par terre, donc il faut reconstruire tout ça. Et ils ont tout simplement pas à boire, ils ont tout simplement pas à manger, il faut refédérer tout le monde, donc il y a tout ce côté-là survie face à la nature, et ça aussi c'est quelque chose qui est extrêmement appréciable, c'est que ça se passe en plein air et les références à la nature sont permanentes. Et ça fait partie intégrante de l'histoire, ça fait partie intégrante des dangers. Et c'est vertigineux. C'est vertigineux de réussir à créer un monde aussi riche que celui-là, aussi passionnant que celui-là, pour peu qu'on soit enclin à faire des parties de jeux de rôle et à aimer la fantasy. C'est vraiment, vraiment un bonheur à lire. Et moi, je ne peux que... c'est pas les reviews, mais je ne peux que vous conseiller cette lecture-là. Et j'espère qu'on vous aura convaincu. En tout cas, je suis convaincu. Hein. Ouais, excuse-moi, Lux, juste pour les formats français sont magnifiques. Les couvertures sont très belles, c'est très très bien relié. On n'a pas trop parlé du style graphique, c'est vrai. On a brossé un petit peu. Il est très caractéristique. Donc, un des enjeux, c'était de reconnaître les petites souris. Alors oui, c'est vrai qu'on les reconnaît à la couleur et puis à la façon dont elles sont habillées, mais finalement, on s'en sort très très bien. Et puis de la cape aussi. Oui, il y a la cape. Il y a la cape aussi. Et voilà. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est qu'il réussit à nous raconter des aventures qu'on n'aurait absolument pas attendues. Donc il y a ce côté surprenant. Il y a ce côté captivant. Voilà. Et puis j'ai dit, je crois, un bon nombre de fois depuis que j'ai l'occasion de parler à ce micro, que moi j'aime bien quand on me raconte des histoires. Bah alors là, je suis servi. Eh ben super. Ça a l'air vachement bien. Enfin, je dis ça, mais j'ai déjà... Ouais. Enfin, j'ai pas bouquiné je les ai feuilletés. Ouais. Et effectivement, c'est très très beau. Ouais. Les éditions sont de grande qualité, donc on aime les bandes dessinées qui ne craquent pas quand on les ouvre. J'ai grave envie de les lire. Ouais. Rejoignez la garde. Rejoignez la garde des petites souris. Je me souviens, la première fois, c'est marrant parce que j'étais passé complètement à côté, et la première fois que j'en avais entendu parler, c'était un épisode de Comics Outcast spécial Halloween. J'allais effectivement le préciser. Voilà. Tout à fait. Et c'était Lulu qui avait parlé de ça, et la façon dont elle en avait parlé et les screenshots qui étaient partagés dans le chat, je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ça et tu vois, fainéant que je suis depuis tout ce temps-là, je m'y étais pas véritablement intéressé, et là, comme je disais, tous les tomes en français sont dans ma wishlist chez un libraire français bien connu. Bah, c'est bientôt Noël. Exactement. Fallait pas offrir. Allez. Ouais, ça et puis l'édition collector de Métaphore Fantasio, qui est un jeu vidéo, mais on se refait pas. Ouais, rien à voir avec les souris. Non, rien à voir. Mais rien à voir. Même si des fois ils ont des oreilles, mais c'est pas des souris. Mais nous aussi on a des oreilles, on n'est pas des souris. Des sortes de petites oreilles, tu vois, de lapin ou des trucs comme ça, quoi. Ah bah de lapin donc, pas de souris. Non, voilà. J'ai essayé de te faire chier ce soir. Oui, j'ai vu. Il y a des cornes, ils ont des cornes aussi des fois. Et dans ce monde-là, figure-toi que c'est quand t'es humain, que t'as pas de cornes et que t'as pas d'oreilles, que t'es un paria. C'est marrant, hein. Ah, c'est bien, ça change un peu la donne. Super, merci beaucoup pour cette présentation en chœur. Nous allons pouvoir passer à la troisième et dernière partie de l'émission. C'est Hors les bulles. Mais qu'est-ce que c'est Hors les bulles? Bah attends, parce que avant de passer au Hors les Mallory. bulles, Oh là encore là. une petite page de réclame. Parce que maintenant que vous nous avez suivis sur tous les réseaux sociaux pour savoir Ouais. lequel de l'équipe porte le fameux slip en pilou, Ouais. vous allez pouvoir contribuer à la cagnotte de Comics Outcast, mais pas que, Oh. pour nous
permettre d'acheter plus de slips en pilou, comme ça il n'y a pas de jaloux. Voilà, C'est parfait. Voilà, vous avez la possibilité donc de nous permettre d'acheter plus de slips en filou en participant à notre Patreon. Donc le principe du Patreon, c'est bien sûr. vous proposez, enfin vous vous abonnez entre guillemets à notre contenu, vous payez tous les mois une somme que vous définissez à l'avance. Vous pouvez également payer pour l'année avec un petit discount parce que Patreon fonctionne comme ça. Et cet argent en fait nous permet de tout simplement payer le loyer du studio d'enregistrement, racheter des bonnettes parce que la mousse commence à C'est vrai partir que, un peu en à force couille. de le dire, ouais, c'est- Voilà, éventuellement enlever, remplacer par exemple un nouvelle petit cap qui aurait été grignoté par un petit lapin Une petite qui se souris. serait glissé. Une petite souris. Voilà, une petite souris avec une petite épée. Enfin bref, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Bref, plus de détails sur patreon.com/vaisseau hypersensas, qui est donc le label de Comics Outcast et de tous les podcasts, évidemment. Susnommé. Exactement. Et voilà. merci. Donc ça y est, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais, et merci d'ailleurs Merci à au ceux et patronat. celles qui participent déjà au Patreon. J'ai pas du tout la liste parce que j'ai complètement oublié. Mais on pense fort à vous. On vous remercie bien fort de contribuer tout simplement à la fabrication de notre meilleur hobby. Oui. Voilà. On pense à vous et on vous remercie évidemment très fort. Hobby de la comté, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, c'est ça les poils sur les pieds. Mm. Je me disais aussi. Je croyais que c'était du pilou, moi. Non, Mais c'est du du coup, je poil suis en sur les train pieds. d'imaginer un slip en poil et c'est non. C'est Conan le n'importe quoi barbare, cet on a- épisode. Ouais, t'imagines. Faut qu'on retourne en vacances. Peut-être que Conan le barbare, il a un slip en pilou marron. Dessous. Hein. Mais oui, mais on dirait des cheveux d'ailleurs. Le slip de Conan le barbare. La moumoute sur le Ouais. site de Conan. Bah, je fais une mini parenthèse. J'ai vu pour la première fois Conan le barbare il y a genre un mois Ah oui. et j'ai donné mon avis sur les réseaux sociaux et ça n'a pas plu. Ah, t'as pas trouvé bien, Arnaud? En fait, je reconnais le côté fondateur, Ouais. mais il y a plein de trucs qui m'ont dérangé, comme le fait que personne ne parle. Ah, Voilà. À la limite, le moment le plus intéressant des dialogues, c'est justement quand James Earl Jones fait son monologue à la oui, fin, oui, oui. sans en dire trop. Là, c'est incroyable. C'est d'une grande poésie. Mais bon, entre le style un peu douteux de certains costumes / coupe de cheveux et compagnie machin, bah j'étais oui, un oui. peu perplexe. Mais après, effectivement... Et le suivant, tu l'as vu le deuxième aussi? Ah bah non, j'ai pas osé. Ah, mais regarde, il y a une montée en puissance. Et puis après, il y a les Conan qui ne disent pas leur nom, il y a les Calidor ou les trucs comme ça. Mais il y a des Oui, j'en ai entendu parler. Bien, Mais c'est- j'aimerais bien voir... c'est Brigitte Nielsen dans le rôle de Sonja, là. Oui. Ça, j'avoue, bon, parce que j'aime bien les comics de Sonja. Ah non, ouais, super, super. Même, sauf celui que t'avais chroniqué l'autre jour qui était vraiment Ah pas bien. mon Dieu. Mais, Jean Fantôme, on fait des petite bisous. balle perdue. Ouais, je suis tellement content de l'avoir chroniqué celui-là. Bon, Je retrouvais mes notes l'autre jour justement et je suis retombé dessus et rien qu'en les lisant, j'en rigolais. Ah, Et- c'était t'es fait cool. mal du coup quand t'es Ouais. retombé dessus, et littéralement. ouais. Bref, hors les bulles. C'est parti pour le début. Donc je rappelle, pour les nouveaux, les nouvelles, le hors les bulles, c'est quoi? C'est le moment où on parle de l'univers des comics, mais qui ne sont pas en bouquin. Des expositions, des films, des séries, des jouets. On a parlé de jeux vidéo aussi également, de jeux de rôle et compagnie. Enfin Tout à bref, fait. voilà, plein de choses variées autour de ces univers qu'on a apprécié lire à la base. Cette semaine, on va parler d'un documentaire qui sort donc le jour de l'enregistrement, donc il sort le 9 octobre en France, et que nous, on a eu la chance de voir un peu en avance grâce à l'invitation très sympa de Warner Bros. On Il les s'agit- remercie du coup, puisque ça nous Voilà, permet de merci. faire cette chronique au lieu de parler d'un autre film qui est sorti la semaine dernière. Ouais, et dont les critiques sont pas très bonnes. Mais bon, bref. Mais là, ça va être plus sur l'émotion, je pense, alors qu'on aurait pu bien se marrer avec l'autre Oui, film dont on c'est ne une autre parlera pas. ambiance qu'on vous promet, effectivement. Tout simplement parce qu'on va parler du documentaire Superman, l'histoire de Christopher Reeves. Qu'on a vu donc tous les deux avec Regan. Donc Matt, n'hésite pas éventuellement. Ah oui. On va présenter le film, C'est enfin le toute mon documentaire, enfance. mais n'hésite pas à poser des questions à un moment. Ça marche. Est-ce que tu veux présenter vite fait Oui, Regan, alors là c'est plus pour le principe parce que je vous avoue que les réalisateurs tout ça, j'avoue je connais pas trop, je vous donne juste les noms pour par acquis de conscience presque j'ai envie de dire. Donc le réalisateur c'est Yann Bonnot et Peter Ettedgui. Je Jamais m'excuse. entendu parler. Voilà, c'est pareil, donc je m'excuse pour les prononciations. Ils sont aussi
énorme guillemets scénario, parce que c'est un documentaire, hein, avec Otto Burnham, à la musique Yann Esqueri, et en producteur exécutif Robert Ford, Lizzie Gillette et Yann Bonnot, encore une fois. Donc Yann Bonnot a l'air d'être la personne qui voulait vraiment faire ce documentaire, apparemment. Est-ce qu'il a une bonne note? Bien vu. Est-ce qu'il a une bonnette sur son micro? Ah, est-ce qu'il a une bonnette? Pas défoncée. Ça va être assez simple en fait, puisque c'est un documentaire littéralement sur l'acteur Christopher Reeves, évidemment que vous connaissez sans doute au moins vaguement de nom pour les plus jeunes, ou en tout cas pour les plus vieux, vous avez vu émerveillé qu'un homme pouvait voler, qui fut évidemment connu pour son rôle de Superman dans les années 1977. C'est ça, ouais. Donc on est fin 70, début 80. Alors ça va s'étaler puisqu'il va y en avoir quand même 4, si je dis pas de bêtises. Bon, le 4e, on va dire que ça compte pas. Mais voilà. C'est comme Indiana Jones, le 4e. C'est clair. Il n'est pas trop... donc l'acteur Christopher Reeves, qui est né donc en 1952 et qui est mort en 2004, qui était certes connu pour son rôle de Superman, mais vous allez me dire pourquoi un documentaire sur lui plutôt qu'un autre. Sa vie va prendre un tournant assez singulier, puisque en 1995, lors d'une démonstration, un concours équestre, il va faire une chute de cheval, et ce qui aurait pu être une aventure comme une autre va malheureusement très mal tourner, puisqu'il va finir paraplégique, et donc il va être coincé, donc il n'aura plus aucune sensation, aucune interaction jusqu'au niveau du cou. Comme ils disent d'ailleurs dans le documentaire, littéralement ils ont rattaché sa tête à son corps, littéralement. Ouais. Donc on va suivre, alors pas chronologiquement d'ailleurs, il y a une trame chronologique, mais on va faire des bonds dans le documentaire pour agrémenter certains sujets en revenant dans le passé, en mettant en perspective certains éléments de sa vie avec sa vie passée. Donc on va voir quand même principalement sa vie, même si sa carrière est abordée clairement. Par exemple, on verra qu'il a démarré à Broadway en 1976 avec un certain autre acteur, j'y reviendrai. Il va donc avoir toute une période de théâtre. Et effectivement, c'est avec Superman, quand il va faire passer un casting, qu'il va être sélectionné pour le rôle. Mais sa carrière est en support du reste de sa vie au niveau du documentaire. Ça n'est pas le sujet principal de savoir alors les castings c'était comment. On va avoir un petit bout, mais c'est pas le cœur du sujet. On va quand même voir effectivement la partie, la success story que va causer le film, bien sûr, puisque Superman va être un immense succès critique et au box-office, qui va littéralement le cimenter comme étant Superman. D'où cette image qui va effectivement lui coller à la peau, dans le bon sens du terme comme dans le mauvais. Et y compris d'ailleurs après son accident. Alors évidemment, les journaux à l'époque titreront Superman ne peut plus voler, Superman, etc. Vous allez évidemment avoir droit à tout ça. Donc on va suivre tout ça. Juste en repère chronologique, donc je me disais, donc son accident il a en 95, donc après les tournages de Superman. Il va alors comme souvent dans ces cas-là, il va décider de... Bon, on va pas détailler tous les détails de différentes étapes de sa vie, mais évidemment il y a des remises en question, il va y avoir c'est pas rien comme accident, donc il va y avoir tout ce que sa famille a été confrontée, tout ce que lui a été confronté. On peut tout de suite dire que déjà c'est pas condescendant. Ouais. C'est aussi, on abordera ses choix de vie qui ont eu, notamment pareil, sans entrer en détail, c'était quelqu'un qui n'était pas tellement pour le fait de s'engager. Alors il y a un côté quand même américain sur cette partie-là. Juste une petite parenthèse, c'est à un moment donné, on voit que les journaux lui disaient comment ça, vous n'êtes pas marié, comme si c'était la lèpre profonde, parce qu'il n'était pas marié. Bon, ça c'est typiquement américain, à la limite passons, mais il y avait aussi toute une histoire, un peu, il n'était pas dans le commitment quand même. Sans parler de mariage, il avait du mal à s'engager avec une personne, etc. Donc c'est plutôt sans concession de ce côté-là. On voit aussi du coup l'évolution de son approche à la maladie. Excusez-moi le lapsus, de son accident, de son handicap.
avec notamment au début, qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans cette situation, quel choix on fait, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, enfin, faut s'imaginer, parce que du coup je ne suis pas rentré en détail, mais il ne pouvait pas par exemple respirer sans respirateur, enfin, vraiment il était complètement bloqué, il n'y avait que la tête. Et on va voir l'évolution de personnage, son engagement dans une fondation qui va d'ailleurs être renommée après à son nom et celui de sa femme. Et donc on va suivre un petit peu ce chemin de vie avec des étapes pas toujours joyeuses, avec des éléments compliqués. Qu'est-ce que je voulais dire Juste une petite parenthèse quand même, juste pour la carrière, parce que comme je disais, c'est pas le cœur du sujet, mais ils reviennent notamment sur le fait que c'est pas pour rien qu'il a marqué tant les esprits dans le rôle de Superman, c'est qu'il a vraiment capté quelque chose du Clark Kent, du Superman, avec cette fameuse scène dont on avait parlé d'ailleurs dans un comics podcast quand on avait revu le film, où il se transforme littéralement à l'écran juste en retirant ses fameuses lunettes. Ouais. La revoir la scène, c'est bouleversant, c'est très impressionnant comme jeu d'acteur et vraiment c'est très touchant évidemment. Je vous le cache pas que pour ceux qui ont connu notamment le film, et c'est un petit peu l'acteur, forcément il y a des moments difficiles, soyons clairs, dans le film il y a des vraiment assez durs. Comme je disais, c'est plutôt sans concession, beaucoup de feels inévitablement. Je voulais quand même signaler que on voit notamment son entourage. On parle beaucoup avec ses enfants, avec son ex-femme, avec ses amis. Ses amis, tout simplement. Glenn Close, notamment. Susan Sarandon. Ça va Whoopi Goldberg. Goldberg. Ouais. Donc, et on sent que c'est pas joué. Enfin, c'est toujours pareil. Ils ont vraiment cherché des gens qui l'ont connu, pas juste amazing, great guy. Ouais, non, mais c'est important parce que tu sens que c'est des gens qui avaient des relations et il y a un seul nom qui manque à l'appel des acteurs qui l'ont connu et que j'ai d'ailleurs moi découvert par ce documentaire parce que je pense que c'est assez connu entre guillemets ce qui est arrivé à l'acteur lui-même, même sans connaître trop, mais peut-être pas tous les détails, le fait qu'il a été notamment dans des conventions aux États-Unis pour porter le message autour de la paraplégie, les recherches, tout ça. Donc il y a eu tout ce là. Et par exemple, donc moi c'est par le documentaire, alors qu'apparemment c'était assez connu, que j'ai découvert que Robin Williams était un ami très proche. Ah non, je savais pas. Ouais. Ils étaient colocs à la fac. C'est ça. À Juilliard. Et c'était littéralement le parrain de son fils, je crois. Enfin bref, c'était pas juste un pote. Ouais. Et je vous cache pas que c'est assez bouleversant de revoir Robin Williams, puisque lui-même a eu un destin assez tragique. J'ai pas beaucoup d'affect sur les morts d'acteurs. J'ai pas d'idole en fait. Ça fait longtemps que j'ai réglé ça. D'abord, un nombre de bails qui ressortent sur la moitié de ces gens-là. Autant vous dire que brûlez vos idoles le plus vite possible, s'il vous plaît, par pitié. Mais il y a 3 noms pour moi qui m'ont vraiment marqué. Il y a Terry Pratchett. Il y a 2 noms qui m'ont marqué plutôt, Terry Pratchett et Robin Williams. Robin Williams, c'est je sais pas comment vous dire, c'était quelqu'un de la famille, quoi, littéralement. Même dans Flubber. Oui, même dans Flubber. Et le revoir là, le voir jouer le troublion qui essaye vraiment de remonter le moral à son ami, alors qu'on sait que lui-même en chiait des rondes serviettes parce qu'il était lui-même en dépression. Enfin, c'est bouleversant. Moi, ça m'a vraiment ça m'a fait quelque chose. Il y a une phrase notamment, je sais pas si ça les spoil, toujours pareil, de Glenn Close, qui dit que si son ami n'était pas mort, que Robin Williams est encore parmi nous. Enfin, c'est quand même un morceau assez costaud. Alors, pour redescendre l'écran dans les feels, c'est quand même un documentaire à l'américaine. C'est je pense pas que ça raconte des bobards. Je vous avoue qu'on n'a pas tout fact-checké, clairement, mais ça a l'air d'être assez quand même factuel. Mais par contre, il y a le montage, il y a la manière de présenter certaines actions avant d'autres.
Oui, évidemment, il y a un côté, on joue un petit peu sur le pathos pour faire monter certaines choses. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Mais oui, c'est un documentaire à l'américaine. Il n'y a aucun doute là-dessus pour moi. Ça joue clairement là-dessus. Et comme je disais, donc moi j'ai découvert beaucoup de choses parce que je connaissais très peu de choses en dehors de l'accident lui-même. Ouais, pareil. Donc c'est assez intéressant. Il y a notamment donc un coup de massue supplémentaire. Celui-là, je ne le dirai pas pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est compliqué. Ouais, on a chouiné quand même. Ouais, honnêtement, c'est compliqué. Enfin, sans rentrer dans les détails. En tout cas, pour dire, c'était passionnant. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré le moment. Pour ceux qui ont un peu connu son histoire, ou qui ont connu l'acteur, ou qui ont aimé Superman, venez avec des mouchoirs, hein, inévitablement. Allez-y. Question qui me questionne. Donc, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est que c'est promu, c'est un petit peu marketé, etc. Comme c'est l'acteur qui joue le rôle de Superman, mais c'est un film autour du handicap suite à son accident. Ça n'a rien à voir avec les films. Non, comme je disais, en fait, il joue là-dessus comme l'acteur lui-même a joué avec. Ouais. C'est-à-dire que le fait qu'il ait été Superman a été un levier pour faire agir, pour faire des choses, mais c'est au service de la personne. Donc clairement, ce n'est absolument pas le sujet. D'accord. Vous n'allez pas voir les petites anecdotes de tournage de Superman 2. Ah non, ce n'est absolument pas le propos. C'est bien la vie de Christopher Reeves. Et après, encore une fois, comme on en parlait, nous-mêmes, nous ne sommes pas confrontés à ce genre de handicap. Je ne vais pas juger les choix des uns et des autres qui sont faits ou ce qui est mis en avant. Mais on voit sa trajectoire de vie, les obsessions aussi qu'il a pu avoir, comme je disais, c'est pas tout vert. Hein. Il y a des propos assez propres, il me semble, là-dessus, encore une fois en prenant les pincettes qui conviennent. Mais non, ce n'est pas un documentaire sur Christopher Reeves, sa vie, son œuvre à l'écran. C'est pas le sujet. Clairement, ce n'est pas le sujet. D'accord. Ouais, clairement. En fait, ce qui est intéressant dans ta question, c'est que le titre donc s'appelle Superman, l'histoire de Christopher Reeve, mais c'est Super/Man. C'est ça. Et en fait, il y a deux éléments importants dans qui sont implicites avec ce slash. Le premier, c'est effectivement le fait que le personnage de Superman lui a collé à la peau jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que quand il était vraiment sur les fins de sa vie, il recevait encore des dessins d'enfants. Donc, c'est-à-dire des enfants qui étaient nés bien après même le 4e film et qui lui disaient tiens bon Superman. Ouais. Parce que dans l'imaginaire collectif des Américains, Christopher Reeve, c'était Superman, même 9 ans après son accident. Ah oui. Voilà. Et ensuite, il y a le côté un peu, effectivement, entertainment américain du Superman, du héros du quotidien, en fait, qui a eu un accident de vie, littéralement, et au moins de façon publique, a donné l'impression de ne pas se laisser abattre et de se dire ok, maintenant je suis dans un fauteuil roulant, qu'est-ce que je peux faire pour les gens qui sont comme moi, a développé sa fondation, a pris des décisions des fois pas toujours très justes, hein. Reagan l'a dit, c'est pas c'est pas géographique quoi. C'est pas non plus, il le blâme pas, genre t'as fait une grosse connerie, mais genre, il a pris une décision qui n'a pas plu à l'association américaine des personnes handicapées, par exemple. Ah, ok, du coup, on fait quoi maintenant ? On trouve une solution, on oriente la recherche différemment, des trucs comme ça, enfin bref. Donc voilà, donc il y a le super-héros du quotidien et effectivement le fait que cette image de Superman lui a collé à la peau toute la vie, quoi. C'est moi le souvenir que j'en ai. Enfin, tu disais tout à l'heure effectivement quand il enlève ses lunettes. Enfin, quand il met ses lunettes, c'est Clark Kent et puis quand il les enlève, c'est Superman. Je place ici un petit mot quand même pour la version française et le doublage de Christopher Reeves qui était absolument extraordinaire. Mais je me revois quand on était jeune avec mon frère à redire les dialogues, à essayer d'utiliser la même posture et puis à se dire quand on sera plus grand, mais on voudra vraiment avoir des lunettes comme lui. Donc je comprends que ça marque les esprits. Et en termes de Superman, il y a eu comment il s'appelle Henry Cavill, le Witcher là, voilà. Henry Cavill qui a joué son rôle, je pense, qu'il a bien joué dans le cadre qu'on lui a donné pour le jouer, mais qui ne réussit pas à capter, tu vois, le Superman. Alors je suis encore joué mon vieux con, mais
à l'époque où les films sont sortis, aller trouver des parutions d'ici de Superman au fin fond du trou du cul de la province, bon courage. Mais après, tu vois, que quand j'ai lu des Superman, etc., je ne peux pas m'empêcher d'essayer de comparer ce que je lis, le Superman que je vois, au Superman que j'ai vu dans ces films-là qui sont fondateurs pour moi. Alors certainement que maintenant c'est différent, mais je pense que je vais regarder moi ce documentaire-là parce qu'on parle de Christopher Reeves, c'est Ouais. sûr. Ce que j'ai aimé moi, dans ce documentaire, bon, je suis d'accord à 100% avec ce qu'a dit Regan. Ce que j'ai aimé dans ce documentaire, c'est le fait qu'on donne la parole. Alors, de façon assez étrange, on donne la parole à Christopher Reeve. C'est-à-dire qu'il a fait des interviews sur la fin de sa vie. C'est très perturbant d'ailleurs. Ouais. Et en fait, ils se sont servis de cette interview, entre guillemets, pour faire une voix off sur de nombreuses images Ça fait de très bizarre. caméscope familial. D'accord. C'est une famille, mine de rien, qui est assez normale, entre Ah oui, guillemets. clairement. Tu les vois Limite fêter les cliché, hein, clairement. anniversaires, tu les vois jouer au foot dans le jardin, aller au ski, fêter Noël, etc. Et tu as cette voix de Christopher Reeves déformée, entre guillemets, par les appareils respiratoires, la faiblesse, etc. Et qui explique dans cette voix off, finalement, toutes les étapes de pensée qu'il a pu traverser depuis sa maladie, depuis le moment où ça va de j'ai envie de mourir à je vais remarcher un jour à en fait non. Ouais, c'est Que des trucs comme ça. Les Et à phases, côté de ça, tu as du justement deuil. donc ces 3 enfants qui sont actuellement des grands adultes qui parlent de leur papa, comment il leur a appris, je sais pas moi, à aller pêcher, à faire des trucs, machin et tout en étant conscient que c'était pas toujours un bon père ni un bon mari. Pareil, on parle aussi de sa propre relation avec son père. Donc vraiment, Ouais. ça développe vraiment Ouais. l'homme bien plus que le super, pour Ouais, dire ça comme ça. Et en fait, je sais pas si c'est une impression donnée par le documentaire ou la réalité, bien évidemment, mais ça donne cette impression que c'était un homme extrêmement intelligent et sensible. Et on s'attache à toutes les personnes qui parlent de lui et qui ont gravité autour de lui parce que tu sens qu'il a réussi à leur délivrer des choses incroyables. Une éducation, de l'affection, etc. Il y a son rapport avec son épouse, mais genre relationship goal incroyable. Et c'est vraiment... j'ai été dans la douleur avec eux parce que je me suis attachée à eux. C'est des gens extrêmement aimables. J'adorerais que ça soit mes voisins. Non, mais sérieusement, quoi. Et voilà, et ils étaient entourés de gens pareils qui avaient envie de faire des choses, de faire des choses bien, avec les faiblesses qui peuvent composer un être humain. Voilà. Eh ben, c'est bien ça. Ouais. Et donc la dernière chose qu'a rapidement évoqué Regan, sur laquelle je ne peux pas me positionner, ne souffrant pas de handicap physique, je ne sais pas à quel point une personne dans cette situation peut trouver éventuellement le documentaire misérabiliste. C'est toujours un peu... En tant que Ah oui, valide, bah oui. Ouais. j'ai trouvé que c'était pas trop... Ça n'avait pas l'air, en tout cas. Voilà, ça avait pas l'air. Mais effectivement, si jamais vous êtes concerné, n'hésitez pas éventuellement à donner votre avis sur la question. Je suis assez curieux. Parce que c'est quelque chose qui m'interroge. Ça, est-ce que c'est le côté américain plutôt, tu disais un petit peu. C'est ça, c'est-à-dire au-delà du chaud, handicap, il y a de toute façon l'effet américain. Oui, oui. Il y a Est-ce qu'il y a des une drapeaux mise en scène du américains qui drama. volent Il y a des drapeaux américains qui volent un peu. Alors Pas- oui, mais pour d'autres. tant que ça, Alors mais, c'est juste que parce qu'en fait, comme je disais à un moment donné, il va essayer de porter le sujet auprès des partis politiques. Ouais. Donc tu vas avoir une période Oui, où oui. meeting américain, etc. Mais non, c'est pas le sujet. Ouais. C'est pas du tout le sujet patriotique, clairement. Non. D'accord. Bon, bah, c'est bien. J'en notais juste une toute petite curiosité, c'est que ce mois-ci, donc le 25 si j'ai pas de bêtises, il va y avoir un documentaire français, en tout cas en France, sur TMC, sur Superman Christopher Reeves, Ah bah alors ça. qui n'a rien à voir, en tout cas qui n'est pas ce documentaire-là Ouais, qui sort ouais. au cinéma. Alors de ce qu'on a rapidement vu en regardant un petit peu d'un coup d'œil, ça a l'air d'être plus justement cette fois-ci sur sa carrière. D'accord. Même si ça abordera, j'imagine, évidemment, Oui. c'est les déconvenus qu'il a pu vivre. Je pense que ça reviendra peut-être un peu plus en détail si vous êtes plus D'accord. intéressé par ça. Ok. Mais oui, c'est un peu la curiosité. Et donc, comme on l'a dit, effectivement, le documentaire est sorti littéralement aujourd'hui, au moment où on enregistre. Eh ben écoute. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est plutôt oui. Mais Ouais. avec des mouchoirs. Bah ouais. Oh oui. Voilà. Ouais. Mais c'est bien d'avoir fait
un être humain avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, hein, comme tout un chacun. Et puis c'est vrai qu'il faut jamais rencontrer ses idoles. Le clown du McDo, c'est un vrai connard. Ouais. Non, j'étais en train de me dire, est-ce que j'aimerais rencontrer Kurt Russell, mais je sais pas parce qu'il est à la NRA, alors Aïe, aïe, aïe. il doit être républicain, je pense. Ouais. Non, vaut mieux en rester là. Ouais, non, c'est mieux. Et Captain America. Ah, lui, il est démocrate. Oui. Et, Ouais, pas et son qu'un chien est super mignon. Hein. Ouais, mais J'ai t'as vu ça sur Instagram. Tu peux être démocrate et avoir un flingue chez toi, hein, Kamala Harris l'a dit. Oui. peu. Oui, mais c'est pour bon. rassurer une partie de son lectorat aussi, justement. Mais Ouais. Mais en tout cas, il s'est pas exprimé sur le sujet. Non. donc, contrairement à d'autres récemment, j'ai vu qui ont été obligés d'ouvrir leur grande bouche. Évidemment. De toute façon, Chris Evans, il a jamais répondu à ma demande en mariage sur Twitter. Aïe, 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 aïe. Voilà, écoute, Le coup dur. Bref, tant pis pour lui. ouais, grave. Je lui aurais fait des pancakes, il aurait été content. Mais bon. On peut pas tout avoir, mon avis. Sur ce, je pense qu'on va conclure cette émission pyjama qui est partie complètement... Et slip pilou, tout à fait. Ouais. Je sais pas. Peut-être un petit thé ou un truc comme ça parce que là, on a besoin de... Il faut se réchauffer, ouais, il faut se réchauffer. Ouais. On va retourner sous la tempête cœur, ça va nous rafraîchir les idées. Sur ce, mes chers camarades, Oui. j'étais très contente de faire cette émission De même, avec vous. c'était très Ouais, cool. C'était vraiment bien. Ouais. Et petit point habituel de fin de soirée, Matt, Oui. déjà merci. Avec grand plaisir, comme toujours. C'est un bonheur d'être avec vous. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc on peut me retrouver sur... je pense que je dois retweeter des trucs sur Twitter. Voilà. D'accord. Donc beaucoup de... Tweetix. Ouais, voilà, beaucoup de choses qui ont attrait Forza Horizon 5, à Persona, à Métaphore Fantasio. Aussi à la NASA, à l'ESA, voilà. Bon, j'essaie de filtrer pour... D'accord. Ah, puis c'est une question de Est-ce survie. que tu as hein. retweeté la friche de la NASA? Ah non? T'as pas vu passer ça? Ils ont déguisé une friche géante avec un petit panneau NASA. Génial. Et du coup, Non. tout le monde a gueulé parce qu'ils ont dit oui, c'est pas la NASA, c'est Ah. l'agence européenne, blablabla. Actually, comme on dit. Ouais, non, mais c'est pour ça qu'on peut rien avoir de bon. Oh, la frige est à tout le monde. Oui. Ouais. Et la friche est dans nos cœurs. À toujours et à jamais. Merci Regan. Merci à toi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Tous tes réseaux sociaux avec 3 pseudos différents. Voilà, là. alors 3 pseudos. Ok, oui, 4. 2 et demi, effectivement. Non, donc Prigmore sur Twitter, Gérovit sur Instagram et pour tout le reste, Regan. Non. Comme il se si. Regan Point sur Discord. Voilà, donc effectivement, j'en profite pour faire une petite information. Donc, nous allons, donc comme vous l'avez je l'ai subtilement glissé, nous allons à New York la semaine prochaine. Waouh. Et il y a Déjà une certaine convention la semaine prochaine. Classe. Effectivement, donc vous aurez sans doute un pseudo-épisode, je mets d'énormes guillemets à cette phrase, avec des chroniqueurs assez inhabituels, mais on fera sans doute un petit point, un petit partage d'expérience, comme on dit, de cette aventure, qui sera sûrement dans le flux classique, on vous tient au courant en tout cas, autour de la NYCC. Ah, j'ai cru que c'était la convention internationale du tricot. Du coup, je suis vachement déçue. Désolé. Ah là 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 là. Et il y a un autre truc un peu plus spécial, mais ça, on en reparlera. Ok. Moi, je sais même pas de quoi il parle, alors Si, c'est si, pas tu de sais. teasing ça. Suspense. Mais oui. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, mais bon, il a fallu qu'il me fasse des gestes de LSF, mais tout va bien. Vous prenez un Boeing ou un Airbus pour aller là-bas? On n'a pris aucun risque, c'est pour formuler ça. D'accord, ok. Bon, Bah, c'est dommage parce que Boeing, ils rebondissent. ouais, faut pas avoir le mal de mer. Ça fait quand même beaucoup de ricochets pour arriver. Le mal de temps. Ouais, sport. c'est vrai. Même si je ne voulais faire que des ricochets, comme dit la chanson. Oui. Ricochet, Voilà. BD franco-belge aussi, qui était très, Oui. très bien. En 2 mots, effectivement. Ouais, c'était bien. Ah, ces jeux de mots de l'époque, quand même. Ricochet. Ah Mais ouais, il faut on s'adapter savait à toutes rigoler, les hein. audiences. Hein. On savait rire à l'époque. Mais hein. d'ailleurs, Mais quand oui. tu Bob parlais de Dylan. Mylène, ça m'y a fait penser. Donc, il y avait un Au festival du personnage. tricot. Non, alors, pas loin, qui s'appelait. Ça a été une espionne dans Mickey Parade qui s'appelait Mylène Micoton. Oui. Ah, c'est mignon. vrai. Ah, c'était trop Ça mignon. m'avait marqué ce jeu de mots Ah, à c'était la l'époque. bonne époque, Disney Bon, Parade. super. Bon, c'est toujours un peu la bonne époque, mais c'était la bonne époque. Ça devait pas s'arrêter ou c'était le journal de Mickey qui devait s'arrêter, je sais plus. Alors, je sais plus, mais je lisais ça dans les années 90. Mais banger, et après, j'ai hein, arrêté. banger, Mickey Parade, Ouais, clairement.
Voilà. Et puis sinon, quant à moi, vous pouvez me retrouver pareil sur plein de réseaux sociaux. Sur Blue Sky particulièrement, Luxbox tout simplement. Et sur Instagram également. D'ailleurs, j'ai pas cité l'Instagram de Comics Outcast tout à l'heure, mais Et voilà, c'est vous pouvez aussi aller Comics dessus. Outcast. Et quant à moi, sur Insta, c'est Crazy Luxbox. Ouais, parce que Crazy. il y a un homonyme, Luxbox, c'est ça. Bah ouais, il y a notamment une société d'édition de films Ne confondez pas. qui s'appelle Luxbox. Bah, c'est le problème parce que sur Twitter, j'avais le problème. Tous les festivals de Cannes, j'étais taguée avec des messages en espagnol parce qu'il y a une société de production française et une société de production espagnole qui ont le même nom. Et donc c'était bon, je vous ferai pas l'affront de parler en espagnol parce que je parle pas un mot d'espagnol. Et c'est genre là là, ce film est incroyable, etc. Alors chaque fois j'étais obligée de dire non mais c'est pas moi. Moi j'ai rien fait. Donc voilà. Et donc effectivement j'ai dû bref, c'est pas intéressant. Faut bien terminer sur quelque chose. Oui, bah ça sera terminé sur du grand n'importe Et quoi. merci à notre formidable réalisateur. Ouais, tu t'en Alors, es super bien Hashtag sans sorti. montage. Alors c'est très très gentil. Je ne vais pas crier victoire trop tôt avant que l'enregistrement soit Je n'ai rien terminé, dit, je n'ai rien dit. Je que n'ai rien dit. l'export soit terminé et que tout ça se soit en ligne. Mais écoute, je croise les doigts. Ok. Comics Outcast 232, c'est terminé. Chers auditeurs, chères auditrices, merci à vous. bientôt. Et n'hésitez pas à Merci revenir dans 15 beaucoup. jours. Des gros bisous. Bisous, bisous, bisous. Fin de transmission.